Bonjour à toutes et à tous. Cette capsule vidéo fait partie d'une série que l'on a réalisée pour les portes ouvertes virtuelles du Master Analyse et Contrôle et on va essayer aujourd'hui, maintenant, de répondre à deux questions. L'analyse physico-chimique, pourquoi, pour qui, quels sont les enjeux dans notre société. Alors à quoi sert l'analyse physico-chimique? Si l'on regarde son rôle, c'est finalement de venir mesurer une information physico-chimique pour qu'elle puisse être appliquée dans un domaine particulier. Et les trois grands domaines sur lesquels l'analyse physico-chimique a une importance cruciale, c'est d'une part le risque, la sécurité, la santé et l'environnement, d'autre part les transactions commerciales, mais aussi la production et le contrôle qualité durant la fabrication par exemple d'un médicament. À côté de cet usage pour la société, il y a un troisième rôle, ou un quatrième rôle qui est important pour l'analyse, c'est finalement de donner des éléments d'information pour accroître la connaissance globale que l'on a dans notre système, dans notre environnement. Mesurer, c'est savoir, et si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas améliorer les choses, comme l'a dit Lord Kelvin en son temps. Quel est le rôle de l'analyse? Pourquoi et comment la mesure va être réalisée? En fait, on est toujours confronté en tant qu'analyste à l'expression d'un besoin d'un client. La notion de client, pour moi, n'a pas un modèle économique, mais c'est la personne qui est demandeur d'une analyse, qui peut être aussi bien un laboratoire de contrôle qualité, une agence de réglementation ou un laboratoire de recherche et développement, par exemple. Ce client arrive avec une question et pour répondre à cette question, il a besoin d'éléments de décision. Et nous allons l'accompagner pour lui fournir des indicateurs qui lui permettront de prendre une décision. Alors, dans la chaîne de déroulement d'une opération analytique, les deux acteurs, clients et analystes, vont avoir un rôle important et chacun se positionne aux différentes étapes du processus. Qui, par exemple, pose le problème analytique? Le problème analytique, il est posé par le client. En effet, on pourrait avoir, par exemple, une question qui est liée à la teneur en pesticides dans l'eau du Rhône, à côté de chez nous, à côté de Lyon, dans le Rhône. En fonction de la teneur en pesticides dans le Rhône, on aura une autorisation ou pas qui sera décrétée pour la pêche aux poissons dans le Rhône et la consommation de ces poissons. Donc le client a un problème qui est positionné en ces termes-là. Est-ce que je suis au-dessus ou au-dessous de la teneur en pesticides dans le Rhône actuellement? On va transformer ceci en une définition analytique du problème. Il s'agit maintenant de mesurer la teneur en pesticides dans l'eau du Rhône. Mesurer la teneur en pesticides dans l'eau du Rhône, c'est quelque chose qui va être réalisé par l'analyste. C'est l'analyste qui va décider quelle est la technique analytique qu'il devra mobiliser pour faire cette mesure. Maintenant, la question de l'échantillonnage se pose aussi. Certes, notre questionnement, il est associé au Rhône, mais pas à n'importe quel endroit dans le Rhône. Il s'agit peut-être de la partie amont, au-dessus de Lyon, sur lequel on veut mesurer effectivement la teneur en pesticides. Et il faudra définir les points d'échantillonnage qui sont importants pour nous, pour définir, choisir les zones qui seront ouvertes ou fermées à la pêche. Une fois que ces échantillons auront été prélevés, l'analyste va préparer ces échantillons, les transformer, effectuer des mesures sur ces échantillons, réaliser une évaluation de la qualité des données, c'est-à-dire quelle est l'incertitude sur la mesure que je vais restituer auprès de mon client, en tirer une conclusion, la teneur en pesticides est par exemple de 80 microgrammes par litre dans le Rhône. À partir de cet élément d'information, le client prendra une action, décider d'ouvrir ou de fermer la pêche en fonction de la norme qui a été associée à cette activité. Alors je vais prendre maintenant trois autres exemples qui sont posés aux analystes, trois types de questions que l'on a sur lesquelles on a eu à se positionner, et des questions qui nous réinterrogent en tant qu'analyste sur doit-on continuer à faire évoluer nos techniques analytiques et pour quelles raisons. Alors le premier item, le premier problème que j'évoquerai, c'est un problème qui a été rencontré à la fin des années 2000, où plusieurs bébés chinois sont morts et des dizaines de milliers de bébés sont tombés malades après avoir absorbé un lait artificiel pour nourrissons. Pourtant, il semblait que le contrôle qualité de ce lait soit tout à fait satisfaisant. Alors, quels sont les éléments que l'on mesure pour s'assurer de la qualité du lait? Essentiellement, on mesure le taux de protéines dans le lait.
La protéine est un assemblage complexe d'acides aminés qui contiennent des atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Et le taux normal de protéines dans le lait est de l'ordre d'une trentaine de grammes par litre. D'un point de vue analytique, c'est assez compliqué de mesurer les protéines parce qu'il y en a un très très grand nombre. Elles sont très très différentes, elles demandent de mobiliser des techniques diverses. Et donc plutôt que de mesurer chaque protéine individuellement, on regarde plutôt la teneur en azote dans les protéines. Et on sait que les protéines contiennent environ 16% d'azote. Statistiquement, cette valeur est très très stable. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On sait parfaitement mesurer une quantité d'azote dans une solution aqueuse de lait. Et donc on va mesurer la teneur en azote et en fonction de cette teneur en azote, on va pouvoir estimer la teneur en protéines qui sont présentes dans le lait. Et lorsqu'on mesure la teneur en azote, on obtient des valeurs de l'ordre de 5 grammes par litre d'azote, ce qui nous conduit à des valeurs de 30 grammes par litre de protéines. Et donc le lait est donc conforme et propre à la consommation. Alors des fraudeurs ont utilisé une méthode qui est très peu recommandée, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté dans du lait de l'eau pour accroître le volume et donc la quantité qu'ils vont être susceptibles de pouvoir vendre. Mais si on fait ça, la teneur en protéines par litre de lait diminue. Alors pour tromper les analystes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté un produit qui s'appelle de la mélanine, dans lequel vous voyez il y a beaucoup d'atomes d'azote dans la structure. Auquel cas, quand on vérifie le taux de protéines à travers le dosage de l'azote, on s'aperçoit qu'effectivement il y a 5 grammes par litre d'azote, parce que les fraudeurs ont été très astucieux, ils ont mis une quantité de mélanine qui permettait justement d'atteindre ce niveau de concentration qui était attendu. Conclusion, des analystes à cette époque, le lait contient 30 grammes par litre de protéines. Mais malheureusement, les analystes ont été blousés par la façon dont la fraude a été réalisée. Donc une fois qu'on s'est aperçu de cette méthode de fraude, on a changé notre façon de mesurer la teneur en protéines dans le lait et on a surtout vérifié qu'il n'y avait pas d'additifs rajoutés comme la mélanine dans les formulations infantines. Donc on a complètement modifié notre système analytique. Deuxième exemple que je voulais évoquer aujourd'hui, la recherche de consommation de drogue. Deux individus sont soupçonnés de consommation de cocaïne et les deux personnes font l'objet d'une prise de sang 2 jours après la consommation présumée du produit illicite. Une demande est formulée au laboratoire pour rechercher la cocaïne dans le sang. Mais aucune trace de cocaïne n'est détectée. Pourtant, l'un des individus a avoué la consommation de cocaïne dans la soirée. Alors, la problématique analytique, elle est un petit peu différente de la situation précédente, à savoir que cette fois, lorsque une molécule est ingérée à l'intérieur du corps humain, à l'intérieur de celui-ci, il va y avoir des réactions qui vont se produire, et finalement, la molécule initiale de cocaïne qui a été ingérée va se transformer en ce que l'on appelle des métabolites, des molécules un petit peu différentes. Or, comme l'on cherche la première molécule, on ne la trouve plus. Il est donc nécessaire de modifier les techniques analytiques pour non plus rechercher la molécule initiale, mais rechercher les métabolites dans le corps humain. Un troisième exemple à évoquer aujourd'hui, l'analyse et le recyclage des plastiques. On est dans une société qui génère une quantité de plastique considérable. Et puis on souhaite les recycler. Mais dans ces plastiques, on a préalablement introduit ce qu'on appelle des retardateurs de flamme qui empêchent la combustion de ces plastiques si jamais ils sont soumis à une chaleur très forte. Malheureusement, si ces retardateurs de flamme sont présents en quantité très très importante, il va falloir utiliser des processus particuliers pour recycler les plastiques considérés. Et au-delà de 0,2% de brome, il va falloir appliquer des règles très particulières pour l'élimination de ces plastiques. Mais en dessous de 2000 ppm de brome, on peut traiter ces produits sans contrainte particulière et on peut aller vers du recyclage de ces plastiques. Alors que fait un industriel quand il est face à un tas de plastique? Il a une valeur seuil qu'il doit respecter, 2000 ppm, et il mesure la teneur en brome dans l'ensemble de cet échantillon. Mesurer la teneur en brome dans l'ensemble de cet échantillon conduit à un résultat qui est de l'ordre de 700 ppm. 700, on est en dessous de la valeur de 2000. Conclusion, on peut recycler ce plastique et donc régénérer de nouveaux plastiques à partir de celui-ci.
Maintenant, quand d'un point de vue analytique, on s'intéresse de plus près à tout cet ensemble-là, on peut regarder individuellement sur chacun des morceaux de plastique quelle est la teneur. Et on va s'apercevoir que pour certains d'entre eux, la teneur est très faible, 200, 300, mais pour certains bouts de plastique, la teneur que vous avez en brome va être très élevée et largement au-dessus de la valeur seuil. À partir de ce moment-là, que faire? Il faut réinviter l'industriel à se questionner sur la sélection et le tri des plastiques. C'est-à-dire, est-on capable aujourd'hui d'analyser individuellement chaque petit bout pour pouvoir réorienter chacune des petits morceaux que vous avez ici, soit vers un processus de recyclage, soit vers un autre processus de retraitement. Donc à nouveau, ça nous invite à nous re-questionner sur la façon dont les analyses pourront être réalisées. Donc l'idée, le rôle de l'analyse finalement là-dedans, c'est d'acquérir des données, transformer ceci en information, pour en faire une connaissance qui sera utile pour notre société. Fournir de l'information pertinente, ça va être fait à différents niveaux, suivant le stade d'un process dans lequel on est. Par exemple, dans un domaine de la chimie ou de la production de médicaments, on s'intéressera dans un premier temps à beaucoup d'éléments de mesure lorsqu'on est au stade de la recherche, lorsqu'on est en train de créer un nouveau médicament. Lorsque l'on va avoir un petit peu stabilisé la façon de produire le médicament, dans la phase de développement, on va modifier notre façon de faire les analyses pour aller chercher plutôt des paramètres critiques qu'il est important de suivre lors de la fabrication. Et puis, dans un dernier stage, lorsque l'on est au niveau de la production, cette fois-ci, on va cibler quelques éléments de mesure sur lesquels il faudra focaliser notre attention pour garantir la qualité du produit à la fin de sa production. Alors, fournir l'information pertinente et fournir des informations différentes à différents niveaux d'avancement de la production, on le retrouve dans le domaine de la chimie, mais on va retrouver exactement la même chose dans l'environnement. Lorsqu'on est dans un stage, dans une phase de recherche sur des effets sur l'environnement, on va aller mesurer, et j'avais évoqué tout à l'heure le cas des eaux de rivière, mais on va aller mesurer un très grand nombre de paramètres pour essayer d'identifier les paramètres qui ont de l'importance. Ensuite, face à certaines questions, on va réduire le nombre de paramètres à suivre pour pouvoir prendre des décisions en accord avec les questions que l'on se pose. Et puis, lorsqu'on est dans une phase de surveillance comme celle que j'évoquais tout à l'heure, finalement, on va aller chercher une information ciblée, la teneur en pesticides, et on va focaliser notre attention, notre technique de mesure sur cette question pour obtenir cette information uniquement. Ça pourrait être, on pourra avoir un niveau de détail encore plus important, rechercher la quantité de pesticides chlorés. Et à nouveau, la technique analytique serait associée à l'information ciblée. On l'a vu dans le domaine de la production chimie pharmaceutique, on le voit dans le domaine de l'environnement ici, mais on aura la même logique sur une problématique de santé. Face à une maladie, on va aller chercher dans un premier temps de nombreuses informations à l'intérieur du corps humain, et puis on va réduire ces paramètres-là, et finalement, dans une phase de monitoring, lorsque l'on va suivre, par exemple, la santé d'un patient, on va aller chercher des paramètres très ciblés pour que l'on puisse avoir l'information pertinente, juste l'information pertinente, mais l'information suffisante dans le système. Donc voilà, j'essayais aujourd'hui, à travers ces quelques exemples, de vous montrer le cadre systémique de l'analyse. On a besoin de connaissances dans le domaine de la chimie, du génie de procédés, de la physique, de l'informatique, des mathématiques, de la biologie. Mais il ne faut pas oublier le rôle de l'analyse physico-chimique dans notre société pour les activités de commerce, d'industrie, d'environnement, de santé, mais aussi dans le domaine des sciences humaines. Et finalement, l'analyse physico-chimique est positionnée dans un cadre systémique très large, et plusieurs types d'activités pourront être réalisées si vous devenez des analystes. Pour finir, vous retrouverez des éléments d'information sur le site web du Master Analyse physico-chimique, donc qui s'intitule Master Analyse et Contrôle.unif-lyon1.fr, et le mail correspondant pour venir nous joindre et nous poser des questions. Merci.